L'avenir de l'humanité est prometteur. Alors que nous maîtrisons les voyages spatiaux, nous passerons d'un monde froid et inerte à un autre, en les terraformant au fur et à mesure. La vie s'épanouira sur notre chemin, et éventuellement, la galaxie brillera de mondes magnifiques semblables à la Terre. Cela peut sembler relever de la science-fiction, mais cela paraîtrait moins étrange si nous réussissions à le faire au moins une fois, en terraformant avec succès Mars. Nous avons déjà la technologie pour envoyer des humains sur Mars et pour y établir de petites colonies, ou du moins nous pourrions l'avoir dans une génération. Mais ces colonies devront être protégées contre le froid extrême, les radiations intenses et le manque fatal de pression atmosphérique. Si nous voulons vraiment prospérer sur Mars et en faire notre deuxième maison, ces colons, ou leurs descendants, devront pouvoir ouvrir les portes des sas, se débarrasser de leur combinaison spatiale et marcher sur une surface viable. Nous devrons terraformer Mars comme notre premier pas vers la terraformation de la galaxie. Terraformer Mars a longtemps été un rêve de science-fiction, de la trilogie Mars de Kim Stanley Robinson à Total Recall, en passant par la série de jeux Red Faction jusqu'aux tweets d'Elon Musk. Mais qu'est-ce que cela impliquerait réellement? Dans quelle mesure le concept de terraformation est-il réaliste? En fin de compte, tout est une question d'atmosphère. La pression atmosphérique actuelle de Mars est de seulement 0,6% de celle de la Terre, ce qui signifie qu'un humain non protégé y subirait un arrêt circulatoire en 1 minute. Cela signifie aussi presque aucun effet de serre. La lumière du Soleil, déjà plus faible en raison de la distance de Mars, est directement renvoyée dans l'espace. Sur Terre, cette lumière rebondit d'abord dans notre atmosphère épaisse, la réchauffant. Avec une température moyenne de moins 60 degrés Celsius, l'eau gèle sur Mars. Mais même si la planète était plus chaude, l'eau liquide serait toujours impossible dans cette atmosphère ténue. Elle passerait directement de la glace au gaz. Et bien sûr, l'atmosphère terrestre nous protège des rayons cosmiques nocifs et des rayonnements ultraviolets les plus dangereux du Soleil. Toutes ces menaces atteignent directement la surface martienne. Ainsi, l'étape la plus importante dans la terraformation de Mars est de lui donner une atmosphère, idéalement aussi proche que possible de celle de la Terre. Dans l'imagination des auteurs de science-fiction, il suffirait de libérer le potentiel latent de la planète. Après tout, Mars était autrefois une planète plus chaude et aquatique, avec une atmosphère beaucoup plus épaisse. C'est un fait établi. Nos rovers et orbiteurs ont trouvé des preuves irréfutables d'une surface aquatique ancienne. L'espoir est donc que cette eau et l'atmosphère qui la soutenaient sont maintenant toutes enfermées dans la croûte et les calottes glaciaires de la planète. Nous devrions juste les libérer. Peut-être pourrions-nous simplement bombarder les pôles, faire fondre suffisamment de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau pour démarrer un cycle de rétroaction de réchauffement par effet de serre, et cela libérerait plus de gaz. Et voilà, une nouvelle Terre. Mais attendez, il y a un vrai risque que Mars ait en fait perdu son atmosphère dans l'espace, plutôt que de l'avoir absorbée dans la surface. Le problème est que la planète est relativement petite. Avec seulement 11% de la masse de la Terre, elle a un champ gravitationnel plus faible qui retient moins fermement une atmosphère. Et cette petite taille signifie que le noyau martien s'est refroidi plus rapidement que celui de la Terre, se solidifiant il y a longtemps et arrêtant son champ magnétique global. Le champ magnétique terrestre nous protège du vent solaire. L'atmosphère martienne non protégée et faiblement liée a peut-être été lentement érodée par ce vent pendant des milliards d'années. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé. L'érosion de ce qui reste de l'atmosphère martienne a maintenant été directement observée par le vaisseau spatial MAVEN de la NASA. Et le manque de matériel atmosphérique dans la croûte a été confirmé de manière assez concluante par des observations de la surface martienne. Dans un article important de Nature Astronomy, les scientifiques planétaires Bruce Jakosky et Christopher Edwards ont calculé la plausibilité d'utiliser le dioxyde de carbone, CO2, restant à la surface pour reconstituer l'atmosphère martienne en se basant sur les observations des vaisseaux spatiaux Mars Reconnaissance Orbiter et Mars Odyssey de la NASA. Ils se concentrent sur le CO2 car c'est la molécule de gaz à effet de serre qui existe en quantité significative et plausible sur Mars. Ils évaluent si la libération des réserves de CO2 accessibles pourrait rapprocher Mars de la pression atmosphérique terrestre. Et, malheureusement, ils en concluent que les technologies disponibles dans un avenir proche
serait insuffisante pour initier une récupération efficace de l'atmosphère martienne. Cependant, il reste une possibilité à considérer. Procédons à un calcul rapide des chiffres, car il se pourrait que quelque chose soit encore réalisable. Après tout, ces chercheurs n'ont écarté que les technologies disponibles dans un avenir proche. Et si nous considérions les technologies du futur moyen ou lointain? En effet, il existe 3 principales sources de dioxyde de carbone. CO2 sur Mars. La première est la calotte glaciaire du pôle Sud, qui se compose de glace d'eau de plusieurs kilomètres de profondeur, entrecoupée de couches épaisses de glace de CO2, découvertes par des sondages radars avec le Mars Reconnaissance Orbiter. Si tout le CO2 des pôles était libéré, cela pourrait peut-être doubler la quantité actuelle de CO2 dans l'atmosphère, ce qui est un facteur d'environ 100 fois trop faible pour être significatif. De plus, ce CO2 ne pourrait pas être libéré uniquement avec des armes nucléaires, car il est trop profondément enfoui. Désolé, Elon. La deuxième source accessible est le CO2 absorbé dans la poussière de surface, le régolithe, jusqu'à 100 mètres de profondeur. Contrairement par exemple au pergélisol terrestre, cette matière ne fondrait pas simplement sous l'effet d'un réchauffement global. Elle évoluerait dans son équilibre sur 10 000 ans pour libérer une petite fraction de son CO2. De toute façon, même si nous réussissions à chauffer tout le régolithe sur l'ensemble de la surface martienne, nous n'obtiendrions que 4% de la pression atmosphérique terrestre. La dernière source est les minéraux carbonatés présents dans la croûte de Mars. Ces carbonates devraient être extraits et traités en les chauffant à environ 300 degrés Celsius. Mais même l'exploitation à ciel ouvert des plus grands gisements de carbonate en surface sur Mars ne vous rapporterait probablement pas plus de carbone que la fonte des calottes glaciaires polaires. Tant pis pour le carbone accessible dans un avenir proche. Cependant, il est probable que ces minéraux carbonatés se trouvent en quantité bien plus importante, profondément enfouis sous la surface. Ce serait notre principal espoir pour trouver assez de CO2, ou en fait tout matériau natif martien nécessaire à la reconstitution de l'atmosphère. Procédons à un calcul rapide pour évaluer ce que cela impliquerait. D'abord, faisons comme si une couche accessible de calcaire carbonate de calcium recouvrait toute la surface de Mars. Ce n'est pas le cas, mais bon, nous sommes des rêveurs. Nous avons besoin d'environ 10 000 kg de matériaux par mètre carré pour dupliquer la pression atmosphérique terrestre. Sérieusement, c'est la quantité d'atmosphère qui se trouve au-dessus de votre tête en ce moment même. Pas étonnant qu'il soit si difficile de sortir du lit le matin. Le calcaire à haute densité pèse 2500 kg par mètre cube et produit 44% de sa masse en CO2 lorsqu'il est chauffé ou exposé à l'acide. Ainsi, pour obtenir 10 tonnes de CO2 pour chaque mètre carré à la surface de Mars, il faudrait creuser sur plus de 10 mètres sur toute la planète. Cela représente quelques quadrillions de tonnes de roches. J'espère que vous avez votre pioche en diamant prête. En réalité, nous devrions naturellement commencer par localiser ces carbonates, puis creuser sur plusieurs kilomètres pour y accéder. L'extraction d'une telle quantité à une telle profondeur représente déjà un défi conséquent, mais penchons-nous également sur leur traitement. Nous pouvons soit chauffer les carbonates à des centaines de degrés Celsius, soit utiliser de l'acide pour dissoudre le CO2. Il serait nécessaire de traiter environ 20% de l'ensemble de l'eau présente sur Mars par électrolyse pour produire cet acide. L'électrolyse pourrait être l'option préférable, car elle produirait de l'oxygène en tant que sous-produit de la fabrication de l'acide. Toutefois, le coût énergétique serait similaire dans les deux cas, s'élevant à plusieurs septillions de joules. Soit plusieurs milliers de fois la consommation énergétique totale annuelle de toute la Terre. Cela ressemble définitivement à un futur lointain, mais pas tout à fait impossible. Finalement, nous avons une idée de ce à quoi ressemblerait réellement la terraformation de Mars. Supposons que nous souhaitions achever ce projet en une seule génération. Pour cela, une grande partie de la surface martienne devrait être recouverte de panneaux solaires, fabriqués à partir du silicium abondant dans la croûte de Mars, ou bien nous pourrions envisager de construire plus de 10 millions de centrales électriques à fusion, chacune produisant des gigawatts d'énergie. Il n'existe pas d'autre source d'énergie viable pour cette tâche. Nous aurions besoin de diriger cette énergie profondément dans la croûte terrestre, afin de faire fonctionner une immense flotte de robots miniers et d'usines de traitement, tout en extrayant de l'eau des calottes glaciaires réparties sur toute la planète.
Cette approche pourrait nous permettre de créer une atmosphère composée de dioxyde de carbone et d'oxygène en quelques décennies, voire en siècles, ou même en millénaires, si nous optons pour un apport énergétique moins extrême. Néanmoins, il se pourrait que nos descendants voient un Mars doté d'une pression atmosphérique suffisante et d'un effet de serre permettant à l'eau liquide de subsister en surface. Actuellement, Mars possède assez d'eau pour former quelques lacs et rivières. L'eau des calottes glaciaires, si elle était répartie, couvrirait la surface de la planète jusqu'à une profondeur d'environ 30 mètres. Cela ne serait pas suffisant pour initier un cycle hydrologique complet ou pour créer des océans. Mais il est possible que davantage d'eau soit présente plus profondément dans la croûte martienne. C'est ce que nous espérons. Par ailleurs, notre atmosphère nouvellement créée de CO2 et d'oxygène ne ressemblerait pas exactement à celle de la Terre. En réalité, elle serait immédiatement et mortellement toxique pour les humains et les animaux, et ne serait pas idéale pour la vie végétale. Certaines algues sont capables de survivre dans une atmosphère purement composée de CO2, CE qui est avantageux. Par exemple, les cyanobactéries, ou algues bleu-vert, ont joué un rôle crucial dans la première oxygénation de l'atmosphère terrestre. Cette photosynthèse serait nécessaire sur Mars, car sans elle, l'oxygène serait rapidement consommé en oxydant la surface. Ainsi, l'avenir lointain d'une planète Mars terraformée pourrait inclure de nouveaux océans verts, peuplés d'algues photosynthétiques, probablement génétiquement modifiées. Il se pourrait même que nous assistions à l'émergence d'une forme de post-humanité génétiquement ou cybernétiquement adaptée à une atmosphère riche en CO2. Ce que je viens de décrire représente une approche facile pour créer une atmosphère sur Mars en utilisant exclusivement des matériaux martiens. Bien sûr, d'autres solutions sont envisageables, comme l'introduction de supergaz à effet de serre tels que les CFC. Cependant, cela ne suffirait pas à atteindre la pression atmosphérique nécessaire. Pour obtenir une atmosphère similaire à celle de la Terre, il nous faudrait une molécule de remplissage non toxique. Le CO2, c'est nul. L'azote est bien meilleur. Il fonctionne très bien sur Terre de toute façon, mais Mars en a très peu. Pour construire une véritable atmosphère terrestre, nous devons tourner nos regards vers le reste du système solaire. Une idée populaire est simplement de faire s'écraser des comètes sur Mars. Les comètes contiennent des tonnes de volatiles congelés des molécules formant des gaz comme le CO2, H2O, et la présence d'azote moléculaire dans les comètes n'a été confirmée que récemment par la mission Rosetta. Mais combien de comètes avons-nous besoin? Eh bien, en supposant que les comètes contiennent une quantité d'azote similaire à la composition de la nébuleuse présolaire, on peut supposer qu'environ 5% de la masse d'une comète est de l'azote. Pour une comète de taille moyenne à grande, cela représenterait 100 milliards de tonnes d'azote. Ainsi, pour créer une atmosphère d'azote d'un quadrillion de tonnes, il faudrait environ 10 000 comètes. D'accord, nous envisageons donc toujours un futur lointain et peut-être irréaliste. Cependant, cette idée n'est pas vraiment plus insensée que celle de faire fondre la surface martienne. Comment pourrait-on imaginer cet effort? Imaginez ceci, une immense flotte de vaisseaux spatiaux robotiques évoluant dans la ceinture de Kuiper, manœuvrant habilement d'énormes blocs de glace pour les diriger vers Mars. Il est crucial que leur trajectoire soit extrêmement précise, pour éviter tout risque pour la Terre. Il faudrait probablement des siècles pour mettre en place une telle flotte, et encore plus de siècles pour désorbiter ces comètes. Une fois Mars suffisamment bombardé, il reste encore beaucoup de travail pour ajuster la nouvelle atmosphère. La bonne nouvelle est que ces comètes ont apporté avec elles beaucoup d'eau, créant ainsi des océans profonds à l'échelle planétaire. Faisons un bond de plusieurs siècles en avant. Mars dispose maintenant d'une atmosphère, soit libérée de sa propre croûte, soit importée du système solaire externe. La dernière étape serait de protéger cette atmosphère nouvellement formée. Nous ne pouvons pas redémarrer le champ magnétique de Mars, car cela nécessiterait de refondre son noyau. Cependant, il serait possible de construire un bouclier magnétique externe, idéalement dans l'espace, tel un générateur de champ placé en orbite entre Mars et le Soleil, agissant comme un immense parasol spatial. Les ressources et l'énergie nécessaires pour construire cela sont insensées. Mais bon, nous venons de construire une atmosphère, alors pourquoi pas? Honnêtement, tout cela est assez fou, et franchement peu probable. Est-il réaliste de penser que nous mobiliserions les ressources nécessaires pour terraformer Mars, alors que nous peinons à reterraformer notre propre Terre?
Il existe toutefois une autre solution. Pourquoi créer un ciel quand nous pourrions simplement construire un toit? Au lieu de terraformer, nous pourrions envisager la paraterraformation. Cette approche consisterait à construire ce qu'on appelle une maison-monde. Nous pourrions recouvrir d'immenses étendues de terrain avec des bulles hermétiques, ou plus probablement avec de nombreuses bulles reliées entre elles, assez hautes pour englober des villes entières, et surtout une grande variété d'écosystèmes naturels similaires à ceux de la Terre. Je reste également favorable à l'idée de villes centrifuges, avec des habitats tournants utilisant la lévitation magnétique pour simuler la gravité terrestre. Cette idée a été illustrée de façon assez remarquable dans le design pratique proposé par James Telfair. Imaginons que nous souhaitions recouvrir, disons, 10% de la surface de Mars avec des maisons-mondes atteignant 300 mètres de hauteur. Cela nécessiterait beaucoup moins de matériaux que la création d'une atmosphère complète. Ainsi, une quantité relativement faible de comètes, ou même l'eau des calottes glaciaires polaires, pourrait suffire à fournir l'air et l'eau nécessaires à nos maisons-mondes. Cependant, en l'absence d'une véritable atmosphère, le rayonnement spatial représenterait un défi majeur pour ces structures, tout comme le bombardement constant de micrométéorites. Il est dit que ceux qui vivent dans des maisons de verre ne devraient pas jeter de pierres, et encore moins vivre sous un ciel bombardé de telles pierres. Mais il est possible que des matériaux avancés, ou simplement très épais, soient adaptés pour cela. Ainsi se dessine notre vision finale de l'avenir de l'humanité sur Mars. Des milliers de bulles de la taille de villes éparpillées à travers un paysage encore désolé. Chaque bulle abriterait une oasis, une reproduction luxuriante et verdoyante de la vieille Terre. Quelle que soit la méthode choisie, Mars représentera sans doute notre premier pas, notre démonstration concrète, si nous optons pour ce destin, si nous décidons de terraformer la planète Mars. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez en découvrir davantage, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de nos futures publications et vous soutiendrez notre travail. N'hésitez pas également à cliquer sur la cloche de notification pour être informé dès la mise en ligne de nos nouvelles vidéos. Votre soutien est très apprécié et nous aide à continuer de partager des contenus passionnants et informatifs. Merci encore et à bientôt.